Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce cours de système embarqué 2. On va dans cette session aujourd'hui compléter ou continuer l'exercice qu'on avait commencé en classe sur la réalisation du petit noyau coopératif qu'on va écrire en C et en assembleur pour ce qui doit être fait en assembleur. Pour rappel, on va commencer par implémenter deux petites fonctions pour initialiser le noyau, le kernel init, et pour démarrer le système. Une fois qu'on aura tous nos threads qui seront prêts, on va appeler kernel launch qui va démarrer la machine et le scheduler va s'occuper de gérer toutes les tâches à tour de rôle. Pour ça, on a effectivement la partie thread qui est intéressante pour pouvoir créer des threads, pour pouvoir terminer des threads, et le thread yield qui est la partie de notre système coopératif qui permettra à un processus ou un thread de donner la main au scheduler pour qu'il puisse choisir le prochain thread exécuté. On complétera ensuite notre système avec des sémaphores pour permettre aux différents threads de se synchroniser. On pourra créer et détruire des sémaphores, on pourra signaler et attendre sur un sémaphore, et on va compléter les threads pour qu'il va fonctionner avec les sémaphores. Ensuite, on va avoir un système d'échange de messages entre les différents threads. On va faire un système de publisher-subscriber, ou plutôt de producer-consumer, qui va utiliser des message queues pour pouvoir échanger les informations entre les différents threads. Pour terminer, on va faire un système qui permettra de mettre un thread en pause pour un certain temps avec le thread delay. On avait déjà commencé l'exercice la semaine passée d'écrire le pseudocode pour ces fonctions. On va maintenant continuer cet exercice. Je vais vous présenter le pseudocode complet et discuter les différentes méthodes qui sont dans ce pseudocode. Mais avant d'aller dans le kernel lui-même, j'aimerais revenir un petit moment sur les fonctions qui permettent d'activer et de désactiver les interruptions. Dans votre code, vous avez les fonctions. Dans ce qu'on a fait dans le TP, vous avez le interrupt.h et le interrupt.asm qui sont là pour gérer les interruptions au niveau logiciel, pardon. Et il y a deux fonctions ou trois fonctions qu'on aimerait utiliser aussi dans le kernel qui sont la possibilité d'activer ou de désactiver les interruptions. Alors pour ça, l'idée, c'est d'avoir tout d'abord des flags, de dire qu'est-ce qu'on veut activer ou désactiver. On a deux interruptions sur notre système, même que le FIQ n'est pas implémenté, on n'a que l'IRQ. On va quand même implémenter les fonctions pour les deux. Donc on va permettre d'activer ou de désactiver le IRQ, le FIQ ou les deux. Pour ça, on va définir des flags. On va définir le flag IRQ. Et pour ça, on va directement utiliser la position de ce flag à l'intérieur du CPSR. On sait que c'est la position 7. Donc, on va définir la constante interrupt IRQ comme étant un shifté de cette position sur la gauche. Et le FIQ, la même chose, un shifté de 6. On définit aussi une constante interrupt all qui est simplement un OR des deux. On aura la possibilité d'activer les deux interruptions en une fois. On va implémenter une première fonction qui va s'appeler interrupt enable. On va prendre dans les flags correspondants le IRQ ou le FIQ, et si ces flags sont à 1, on va activer l'interruption ou enabler l'interruption. S'il est à 0, on ne la touche pas. Et on retourne aussi l'état des interruptions avant de les modifier. C'est une sorte de sauvegarde qui permettra de les restaurer si on aimerait plus tard. On fait la même chose pour les disabler. On va faire un interrupt disable qui reçoit aussi les flags à désactiver et on va les désactiver. Puis ensuite, on va faire un interrupt set flag qui va les mettre tels qu'ils doivent être faits. Donc si on reprend le enable, tous ceux qui sont à 1 vont être enablés. Le disable, tous ceux qui sont à 1 vont être disablés. Et le set flag, il les met tels quels. On va regarder ce que ça donne en assembleur. Le interrupt enable, il est codé ici, et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va lire le CPSR dans un registre. C'est dans le CPSR qu'on doit modifier les flags pour les interruptions, donc on lit ce CPSR dans R1. Dans les paramètres qu'on lui donne, qui se trouve dans R0, on lui dit quel flag on aimerait activer. Donc s'il y a un flag dans notre système, une interruption active signifie que le flag doit être mis à 0. Donc ce qu'on va faire d'abord, on va commencer par masquer dans ces paramètres qu'on reçoit pour garder uniquement
le 6e et le 7e bit, parce que les autres ne nous intéressent pas. C'est dans ces 2 bits uniquement qu'on a l'état des interruptions. Donc on va masquer ça avec un AND de R0 sur le 0xC0, qui correspond aux 2 bits I et F. Et ensuite, on va appeler la fonction bitClear, qui va permettre d'effacer ces bits à l'intérieur d'un registre. On va faire un bitClear sur R1, qui contient le CPSR, avec comme deuxième argument R0, et on va stocker le résultat dans R0. Une fois que c'est fait, on remet ce R0 dans le CPSR, donc on a effacé les bits qui nous intéressaient, et on remet le R1 dans R0, parce qu'on avait dit qu'on voulait restaurer l'état, ou on voulait retourner l'état précédent qu'on a dans R1, donc on le met dans R0. Pour le interrupt disable, ça va être très semblable. On va faire la même chose qu'avant. On va mettre le CPSR dans R1, on va masquer les 2 bits dans R0. On va pas faire un bit clear, on va faire un OR cette fois, parce qu'on veut mettre les flags à 1, et on retourne également R1 comme avant. Et pour terminer, on a le set flag. Là aussi, on récupère le CPSR. On commence par rapport à CPSR, on va lui effacer les 2 bits qui sont à l'intérieur, donc on va forcer une mise à 0, puis ensuite on va remettre à 1 ceux qui doivent être mis à 1. Donc le bit clear de R1 sur 0xC0 force l'effacement de ces 2 bits, puis ensuite un AND de R0 sur le 0xC0 masque uniquement les 2 bits qui nous intéressent dans le paramètre, et ce OR ici va les remettre à 1 à l'intérieur de R2. Une fois que c'est fait, on peut mettre R2 dans le CPSR, reprendre R1 qui était la sauvegarde de l'ancien CPSR dans R0, parce que c'est ce qu'on veut retourner, et retourner de la fonction. Voilà, ça c'était pour un petit rappel et une petite mise au point sur ces fonctions interrupt qui nous permettent d'activer ou de désactiver les interruptions. Venons-en maintenant à notre kernel. Donc le kernel, on aimerait avoir les 2 fonctions kernel init et kernel launch. Alors commençons par kernel init. Le kernel init, ce qu'il va faire, c'est qu'il va initialiser les différentes parties de notre système. On va appeler thread init, on va appeler sema init, on va appeler message queue init, les différentes parties qu'on doit initialiser. Et le kernel launch, c'est la dernière fonction qu'on va appeler dans notre main pour démarrer la machine, pour démarrer le scheduler et puis pour donc énumérer ou faire appel à tous les threads qui tournent dans notre machine. Maintenant, si on faisait juste une fonction qui retournait, à la fin, notre kernel terminerait aussi. Le programme principal, le main, ne doit jamais retourner. Il doit démarrer, il doit donner la main à tous les threads, mais lui-même ne doit jamais démarrer. C'est pour ça que le kernel launch, il sera implémenté sous la forme d'une boucle sans fin, un while 1, qui va simplement... son job principal, c'est de redonner la main aux autres. Donc, il va principalement appeler un thread yield. On peut appeler aussi ça le idle task. C'est une tâche qui est faite, qui sera dans notre système, qui sera régulièrement appelée. Le scheduler lui donnera régulièrement la main, mais elle ne fait rien. Elle est juste là pour attendre, pour passer la main au suivant. On pourrait imaginer faire quelques opérations à l'intérieur de ce processus ou de ce thread. Par exemple, la comptabilité, gérer le nombre de fois qu'on a appelé la fonction, ou calculer des uptime, ou modifier des choses. Là, on va décider de rien faire. Si ce n'est, on va quand même faire une chose. On va quand même décider dans cette fonction d'appeler le interrupt enable ou le enable interrupt. Parce que si une des fonctions de notre système avait désactivé l'interruption et ensuite avait appelé avec yield l'appel d'autres fonctions, on pourrait avoir des interruptions qui seraient désactivées pendant très très longtemps. Et ça, on n'aimerait pas vraiment. Donc ce qu'on va faire, c'est que chaque fois que le idle task va être appelé, on va réactiver les interruptions. Donc voilà pour ce qu'on doit réaliser dans le kernel.c. Passons maintenant au thread.c, qui lui est un peu plus intéressant, c'est lui qui aura un peu plus de choses à faire. Dans le thread.c, on va d'abord définir quelques constantes. On va définir le thread rex, qui sera le nombre de registres qu'on doit sauver. Le thread namelane, on va donner à chacun de nos threads un nom, et puis on va limiter ce nom à 32 caractères. On va ensuite implémenter les fonctions, on va implémenter les états des threads. Les threads peuvent être dans différents états, on a vu ça dans la théorie. Il peut être soit ready, ça veut dire qu'il est prêt à tourner. Il attend juste que le scheduler lui donne la main. Il est running, dans notre système on en aura un seul qui sera running. Il peut être bloqué, il attend sur une ressource, ça peut être un sémaphore, ça peut être une entrée-sortie, ça peut être différentes choses.
il peut être delayed. Ça, c'est pour la partie 5 de notre exercice, donc où on doit mettre en pause un processus ou un thread. On va lui donner un état spécifique pour ça, delayed. On aurait pu choisir blocked aussi, mais nous, on a décidé ici de l'appeler, de lui donner un état spécifique. Ou alors, il peut être terminated. C'est ce qu'on peut aussi appeler cet état zombie. C'est un processus qui a été terminé, mais qui n'a pas encore été nettoyé. Notre OS, il va régulièrement récupérer tous les threads qui sont notés comme terminated et va les nettoyer. On va ensuite définir un TCB. Le TCB, c'est une structure de données qui va nous permettre de sauver l'état de la machine actuelle et qui va avoir aussi les différents paramètres de notre thread. Donc, pour sauver l'état, on va définir ce qu'on appelle un contexte. On va faire une structure thread context dans laquelle on va garder la place pour sauver nos 15 registres. On va utiliser un type uint32 pour le contenu d'un registre. Plus, on va sauver aussi l'état du PSR, le CPSR, à l'intérieur d'un attribut de la structure. Le thread TCB, donc il va avoir lui le contexte comme argument. Il va avoir l'état, dans quel état se trouve le thread. Il va avoir une possibilité de chaîner les différents threads entre eux. Pour ça, on va utiliser le tnext pour threadNext, qui sera une chaîne de tous les TCB. On va aussi avoir des chaînes de TCB bloquées. Tous ceux qui sont bloqués sur une ressource vont être dans une chaîne. Et là, ce bnext permettra de les lier à cette chaîne. Cette chaîne peut être un sémaphore, on verra, ça peut être différentes choses. Mais on va les lier entre eux avec ça. Et puis, on va aussi avoir un pointeur pour lier les threads qui sont en attente, qui sont delayed. Ça sera aussi pour la partie 5. Mais on va déjà ici construire dans cette pseudocode un peu toutes les fonctions pour toutes les parties de 1 à 5. On a ensuite, si un thread est mis en pause, on doit savoir à quelle heure on doit le réveiller. Pour ça, on va avoir aussi une variable ici ou un attribut wake up time qui nous dira à quelle heure le thread doit être réveillé. Chaque thread aura un ID unique, aura un nom qu'on peut définir. On aura une taille de pile et on aura la pile elle-même. Comme on voit ici, la pile elle est définie sous la forme d'un tableau sans dimension. La chose, c'est qu'on ne lui fixe pas de dimension, on aimerait faire que ces stacks soient de taille variable, qu'on puisse définir la stack plus tard. Donc ce qu'on va faire, c'est que quand on va créer le TCB, on va le créer avec plus de place que nécessaire pour sauver uniquement le TCB, et l'espace additionnel qu'on va mettre à l'intérieur, ça sera justement pour la stack. Ensuite, on a deux variables qui seront des pointeurs sur des chaînes de TCB ou sur un TCB. Le premier, le delayed thread, c'est un pointeur qui sera sur une chaîne de TCB qui va avoir tous les TCB qui sont suspendus, qui sont delayed, qui sont en attente d'un timer. Pour ça, le premier élément, on le trouvera dans cette variable delayed threads, et ensuite on aura les pointeurs dnext qui vont permettre de lier tous ces TCB dans cette liste. Puis on a un autre pointeur ici, running thread, qui sera le thread actuel, celui qui tourne actuellement sur la machine. Et là, on n'aura pas, c'est pas une chaîne, c'est uniquement un seul thread, c'est celui qui est actif pour l'instant. Cette chaîne de TCB, on va l'initialiser aussi avec le idle thread, qui est ce qu'on a vu avant quand on a démarré notre kernel, qui est cette boucle qui appelait en principe juste un yield. Celle-ci, il lui faut aussi son TCB. Donc on va le faire, le TCB, on va implémenter ça, le idle thread. Ça sera le début aussi de notre liste. Quand on aura besoin d'itérer sur tous les TCB, on va commencer avec ce idle thread. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre son état à running, parce qu'il est actuellement running. Quand on va appeler le kernel launch, il sera running. On va mettre le next sur lui-même, c'est le seul élément qu'on a dans la liste pour l'instant, donc on va on va le pointer sur lui-même. Son ID sera 0, on définit que l'ID de l'idle thread c'est 0, son nom c'est idle, et on met la stack à 0. Ça ne veut pas dire qu'il a une stack de 0, là il aura une stack, ça sera la stack qui est actuellement là, le système tourne maintenant, le système fonctionne avec sa propre stack, et c'est celle qu'on va utiliser lorsqu'on va appeler le kernel launch, donc on aura notre propre stack, on ne doit pas créer de stack supplémentaire. Quand on va faire le yield, on va devoir passer la main d'un thread à l'autre. Pour ça, on devra copier les registres dans une structure, dans le TCB, récupérer les registres de notre TCB. Pour ça, on doit faire cette fonction d'assembleur. Donc ici, on va juste la déclarer. On va déclarer comme externe
une fonction thread transfer qui prend deux pointeurs sur un TCB, un pointeur former sur un TCB et le pointeur new sur un nouveau TCB. Et comme ça, on va copier tous les registres dans le former, récupérer les registres du new et faire le transfert lui-même. Et ça, on le fera en assembleur. Mais ici, on déclare déjà la fonction qu'on va utiliser pour pouvoir l'appeler depuis C. Ok. Une fonction aussi interne qu'on va utiliser pour nous, donc elle est aussi en statique, elle est interne, c'est un newThread_id qui va nous donner un int32. Là, vous allez implémenter ça. Le pseudocode, c'est de se dire qu'on va avoir une variable statique pour stocker le dernier ID, et puis on va incrémenter ces ID. Le premier ID qu'on va retourner, c'est 1, 0, on le réserve pour le idle task. On a aussi une autre fonction statique ici qui est le thread startup. Cette fonction, elle n'est jamais réellement appelée, mais c'est ce qui nous permettra d'initialiser nos threads. Quand on va faire un premier thread, on va faire comme si on avait eu à cet endroit-là, juste à la ligne 93, c'est comme si on avait eu ici un yield virtuel qui aurait eu lieu et qui aurait suspendu le programme à cet endroit-là. Donc ça veut dire que dès qu'on va démarrer notre programme, on va configurer le TCB avec les informations qu'il aurait eues s'il avait été interrompu ici. Ça veut dire que dans R0, il aura le paramètre, dans R1, il aura le thread, dans le link register, il aura l'adresse du thread startup, vu que c'est là où il a été interrompu, et puis les autres registres seront à 0, on verra après comment on utilisera ça. Mais ce thread startup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va démarrer le thread avec les paramètres, et ensuite, il va appeler le thread exit, comme ça on est sûr qu'on va mettre l'état du thread à exit. On pourrait demander à chaque thread d'appeler thread exit quand il termine, mais comme on n'est pas sûr qu'ils vont le faire tous, on préfère le faire nous-mêmes pour eux. Et si par hasard ils le faisaient, c'est pas si grave, on peut le faire 2 fois, ça ne va pas déranger. Ok. Ensuite, on va créer une fonction newTCB qui va nous permettre de créer un nouveau TCB. Pour ça, on doit lui donner un argument qui est la taille de la pile et un deuxième argument qui est le nom qu'on aimerait donner à ce thread ou au TCB pour ce thread. Ce qu'on va faire, on va allouer de la mémoire pour le TCB lui-même et pour la stack. On va initialiser tous les fils du TCB, le stack size, le ID, le name, tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'on peut initialiser avec ça. Et on va ensuite retourner un pointeur sur ce nouveau TCB. On aura ensuite un insert TCB qui permettra d'insérer cette nouvelle structure qu'on vient de créer à l'intérieur d'une liste. On lui donne une liste ici et lui, il va l'insérer. L'idée, pour faire plus simple, on a le idle task et on va simplement insérer tous les nouveaux threads juste après le idle task. Ça veut dire qu'on les insère plus ou moins dans l'ordre inverse. Le dernier qu'on aura inséré avec le insert TCB, ça sera le premier après le idle task. Si vous avez envie de faire une autre manière de liste, vous pouvez aussi, mais ça c'est la manière la plus simple et la plus rapide. Quelques fonctions encore d'utilité qu'on va utiliser chez nous, qui seront des threads. On va les démarrer comme des threads normaux pour faire un peu de nettoyage, pour faire un peu de housekeeping à l'intérieur de notre machine. On aura un premier thread qui sera celui qui va nettoyer les zombies, celui qui va nettoyer tous les threads qui sont terminés. Donc ça sera une boucle, un while true, qui va enlever tous ceux qui ont leur état terminé. Et on va faire un free de la mémoire pour qu'elle soit disponible pour d'autres. Et on fait un yield, c'est un while true, donc ça sera un processus, il doit appeler régulièrement le yield. On va aussi faire un thread qui va gérer tous les threads qui sont en attente. On va faire un while true, on va récupérer l'heure, on va aller sur tous les threads qui sont en attente, tous ceux qui attendent d'être réveillés, et on regarde si leur wake up time il est plus petit ou égal au uptime. Ça veut dire qu'on a dépassé l'heure à laquelle on doit être réveillé. On lui mettra son wake up time à 0 et on le met son état de nouveau à ready. Et on fait le yield parce que c'est de nouveau un processus. Ok, maintenant les fonctions publiques qu'on doit implémenter. Le thread create qui reçoit le thread lui-même, le pointeur de fonction, le paramètre, le nom et le stack size. Donc le pointeur lui-même, on l'a ici dans le thread.h. On a déclaré ici ce thread t qui est un pointeur de fonction qui reçoit un pointeur sur void comme paramètre.
Donc on reçoit ce pointeur de fonction, on reçoit son paramètre qu'on aimerait lui mettre avec, son nom et son stack size. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on va définir un stack size minimum à 16 kg. Ça nous évitera des problèmes d'avoir des stacks trop petites, et ça nous permet aussi d'utiliser simplement 0 pour dire ben, je veux la stack par défaut, je veux 16 kg. On va créer le TCB, on va mettre le R0 du TCB en étant l'adresse du paramètre qu'on a ici. Pourquoi c'est dans R0? Parce que on va, comme on a dit, on va faire comme si on avait appelé le thread startup, et dans R0 on a le paramètre. Dans R1 on a le thread, donc on va faire ça ici. On mettra dans R1 l'adresse du thread, on met le stack pointer sur à la fin de la pile. On a une full descending, donc on doit mettre à la fin de la pile. On s'assure aussi que le stack pointer est un multiple de 8, comme la convention nous demande de le faire. On met le link register à l'adresse de thread startup, parce que, encore une fois, on va faire en sorte qu'on va recommencer ici. Donc quand on va reprendre le link register pour le mettre dans le PC, on va commencer notre programme ici. On va mettre le CPSR avec les valeurs dont il a besoin pour pouvoir tourner en mode supervisor. On va activer les interruptions. On va mettre son state à ready. On va ajouter le TCB dans la chaîne, donc typiquement après le idle task, et on va retourner l'ID du thread du TCB qu'on vient d'ajouter. Voilà, ça c'est pour la fonction thread create à implémenter. Le thread yield, lui ce qu'il va faire, c'est qu'il doit maintenant mettre le thread actuel en ready et chercher un nouveau thread qui serait ready pour le faire tourner, pour le mettre en running. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par se mettre nous-mêmes en ready. On va ensuite chercher pour un autre thread qui est ready, ou on commence simplement par le suivant, par celui qui est le suivant du running thread. Une fois qu'on l'a trouvé, on met le running task, le pointeur running task vers ce nouveau TCB. On le met son état à running et on appelle la méthode thread transfer qui va faire le real transfer, donc qui va faire le transfert des registres et appeler la nouvelle méthode. On verra ça plus tard, comment est-ce qu'on va la faire en assembleur. Le thread delay, c'est pour la partie 5, mais on va aussi l'implémenter directement ici. On prend le TCB du running task, c'est le running task qui appelle thread delay, donc on va récupérer son TCB. On lui met le wake up time à l'heure à laquelle on aimerait le réveiller. Donc principalement, ça sera l'heure actuelle plus le délai qu'on aimerait lui mettre dedans. On lui met son état à delayed et on le rajoute dans la liste des delayed threads. Et enfin, yield. Ensuite, le thread exit met le task à terminated et fait aussi le yield. Le thread name retournera le thread name, le thread ID retournera le thread ID. Attention aussi, le thread name retourne un pointeur sur le char. Un point ici que je n'ai pas dit, quand on va lui mettre son nom, quand on va fixer le nom du thread ici, on lui donne le nom en paramètre. On ne peut pas simplement mettre le nom à... En fait, c'est pas ici, c'est dans le new TCB ici. Quand on crée le new TCB ici, faites attention, on reçoit un pointeur sur le name, et quand on vous dit allouer de la mémoire, et ensuite initialiser les TCB fields, stack size, ID name, on peut assigner à stack size, on peut assigner le ID. Par contre, le name, on ne peut pas simplement mettre tcb.name égale à name. Ça ne va pas jouer parce que c'est des pointeurs. On peut pas, il faut employer une fonction pour copier caractère par caractère le nom qu'on a dans ce pointeur ici vers le nom du TCB. Ok, revenons-en ici à notre thread name. Donc on retourne le name, thread ID retourne l'ID, le thread release qui va regarder si on va chercher si le thread qui appelle release est dans la chaîne des threads qui attendent. Donc est-ce qu'il est réellement en attente, et si oui, s'il est en attente, alors on va lui changer, on va le mettre en ready, et puis on va ensuite l'enlever de cette liste de threads qui sont en attente. Le bloc, on met le current thread à blocked et on lui change aussi son état pour blocked. Le thread init, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va juste
insérer à l'intérieur de notre liste de threads les deux threads utilitaires, celui qui termine qui processe les threads terminés, donc qui va récupérer ceux qui sont terminés, récupérer les zombies et les enlever de la liste, et celui qui va gérer les threads qui sont en attente, qui va les réveiller, tous ceux qui devraient être réveillés. Voilà, avec ça, on a implémenté les fonctions pour gérer les threads dans notre système. Dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer au sémaphore et au message queue. Merci beaucoup et à bientôt.